Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc nous sommes le jeudi 12 décembre. Dans cette classe virtuelle, je vais vous rappeler les dates des prochaines classes virtuelles dont nous avons un tout petit peu convenu avec les collègues. Donc, la prochaine classe virtuelle, je vous enverrai tout ça par mail. Elle se fera sous Google Meet. Et je vous enverrai le lien. Pourquoi Google Meet? Parce que c'est Marceline Chamabé du Cameroun qui vous fera cette classe virtuelle. A priori, il faut fera cette classe virtuelle entre 17 heures et 19 heures. C'est la même heure. Yaoundé, France, Lubumbashi, je dis pas oui, Kinshasa, c'est la même heure. Donc c'est décalé pour Lubumbashi et pour, toujours comme d'habitude, décalé pour Lubumbashi et pour Bondoukou. Donc la prochaine classe virtuelle aura lieu le 17, c'est Marceline qui la réalisera. La suivante, ce sera le jeudi 19. C'est moi qui la réaliserai, toujours dans les mêmes horaires, sauf si on trouve un aménagement horaire pour essayer de tenir compte de certaines propositions. A priori, on fera une classe virtuelle, même si je comprends bien que ça tombe pendant les périodes de vacances de Noël et que c'est pas une très bonne idée, mais on est obligé quand même d'en faire une. On avait envisagé le moins pire, j'ai pas le mieux, mais le moins pire, ce serait le lundi 23 décembre, toujours entre 17 heures et 19 heures. À titre personnel, donc moi, bon, je serai à la maison, il n'y aura pas de problème. Là, on fera une autre classe virtuelle le lundi 30 décembre, a priori entre 17 heures et 19 heures, pour les collègues qui ne pourraient être présents pour des raisons de repas familiaux, de fêtes, de fin d'année. Comme aujourd'hui, j'enregistrerai et je vous enverrai le lien. Par contre, il faudra vraiment consulter ces classes virtuelles. Durant la période de Noël, je vous enverrai aussi des questionnaires. C'est-à-dire ce que vous avez vu, je le remontrerai tout à l'heure, ce qu'on appelle les questionnaires de positionnement. Donc, je vous enverrai quelques questionnaires de positionnement à faire en ligne pour voir où vous en êtes. Donc voilà, voilà ça. La semaine du 6 au 10 janvier, à titre personnel, je serai moi sur Lubumbashi avec Balthazar et les collègues. C'est leur premier présentiel décalé par rapport aux autres. Donc moi, je serai à Lubumbashi et on va continuer d'essayer de faire le présentiel d'une part et pour tout le monde, une classe virtuelle le mardi 7 et le jeudi 9 janvier, on essaiera de faire ça dans des conditions à peu près normales euh, à partir du campus numérique de Lubumbashi. Voilà. Donc, on va essayer après de garder toujours ce tempo avec une petite modification près. C'est que la semaine, donc semaine du 13, etc., on continuera les mêmes horaires. On essaiera toujours de garder nos mardis et nos jeudis à peu près dans ces horaires. Plusieurs collègues de Côte d'Ivoire m'ont demandé s'il était possible de faire les classes virtuelles un peu plus tard. Alors, on va en débattre tous ensemble. Bien sûr, je dis pas non. On va essayer de voir dans quelle mesure, certains jours au moins, on peut faire les classes virtuelles décalées un peu plus tard le soir, parce que je comprends bien que cela pose réellement problème à nombre d'entre vous qui êtes encore au travail et qui n'avaient pas eu le temps de rentrer du travail. Vous ne pouvez pas supprimer une journée de travail pour venir assister. Donc, on va en débattre. On va voir dans quelle mesure on arrive à le faire. Mais promis, l'équipe des collègues gestionnaires du master, on va tout faire pour tenir compte de votre questionnement. Derrière, on va vous annoncer très vite toutes les classes virtuelles pour le mois de janvier, de façon à ce que vous voyez si vous arrivez à vous organiser dans votre emploi du temps. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Pour d'autres d'entre vous, on sait bien que c'est pas si facile que ça. Donc, on va essayer d'en tenir compte. Donc voilà sur l'organisation. Un tout petit point un tout petit point organisationnel. Pour l'instant, nous allons fonctionner jusqu'à Noël en nous servant du site que je vais vous remontrer dans quelques instants. C'est celui qui centralise absolument tout. Tout sauf les Zooms.
Bon. Donc, sur le site, vous retrouverez tout. Je vous ferai faire un petit tour de piste du site pour être sûr que vous ayez bien vu où il est. L'adresse du site, je vous la remettrai dans la conversation, de façon à ce que vous puissiez la retrouver si jamais vous en aviez besoin. Le site, nous allons le faire fonctionner jusqu'à Noël. Nous sommes en train de négocier avec Marceline et avec Yazid. Je ne sais pas s'il est là, Yazid, ce soir, t'es certainement pas encore arrivé. Bon, euh, nous sommes en train d'acheter une ENT. Ça revient quand même à 900 euros, hein. Donc, nous sommes en train d'acheter une ENT qui soit fiable et qui nous permette d'avoir un vrai espace numérique de travail. Donc, cette ENT, pour faire une ENT correctement, il y a à peu près 60 heures de boulot. Donc, moi, j'aurais vraiment besoin du temps de Noël pour arriver à la paramétrer, mettre les contenus, rapatrier les contenus du site du Réunifed vers cette plateforme, être sûr qu'elle marche, faire tous les tests fonctionnels. Mais à partir du mois de janvier, on travaillera plus trop sur le site que je vous montre dans quelques instants, qui sera le site du Réunifed, mais on travaillera a priori plus avec l'ENT qui est présente. Je vous ai maintenant partagé mon écran. C'est bon? Tout le monde voit mon écran? Vous me faites un petit coucou pour me dire oui ou non si c'est bon? C'est Oh, bon? Tout... moi, je ne l'ai pas. Balthazar, je ne l'ai pas Ah, encore. tu l'as pas. Alors attends. Dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai oublié. Attends. Je vais. Ah oui, pardon. Oui, oui, c'est normal. Excuse-moi. J'ai oublié de partager mon écran. Pardon. C'est ma faute, hein. Oh, merci Balthazar. Donc là, je repartage mon écran, c'est bon pour tout le monde? Oui, je vois si ça va. Voilà. Et Oui, donc, ça va. voilà, je reviens. Et ça va. Voilà, c'est bon. C'était le temps que ça arrive? C'est arrivé. Voilà. Alors, là, aujourd'hui, nous allons travailler sur communication numérique, hein, communication et numérique. Pour le site, vous voyez que pour le site, l'adresse, c'est celle que j'ai mise tout en haut. Je pense que là, comme je partage tout mon écran, vous le voyez. Réunifed, Intex, communication 3 et numérique. Ça, je fais un copier. Je l'ai déjà mis je l'ai mis dans la conversation. Aujourd'hui, voilà ce que nous allons faire. Donc, vous avez toutes les informations là-dessus. Donc, je vous ai mis à chaque fois que tous les scénarios des UE sont révisables en cours de formation. Bon, je vous ai envoyé, et donc il y a quelque temps, un peu le travail à faire. Donc, dans un premier temps, vous allez apprendre à vous servir de médias. On va faire un peu d'analyse filmique. Quelques-uns d'entre vous l'avaient fait lors du présentiel à Bondoukou, pas tout le monde. Analyse filmique, construction de cartes mentales, photolangage, mobilisation de cadres conceptuels développement durable pour l'analyse des médias. C'est un équivalent d'à peu près 4 heures de cours. Alors, il faudra vous méfier, c'est que quand on vous dit équivalent de 4 heures de cours, il y a des moments, ça peut vous prendre plus de temps ou pour certains un peu moins de temps. Ça va dépendre de où vous en êtes. Pour aller voir la vidéo de l'île aux fleurs, pour aller voir la vidéo de l'île aux fleurs, vous cliquez sur le lien YouTube et vous ouvrez, je le fais, et vous ouvrez l'île aux fleurs avec le film qui se déroule. Voilà. Ça va, c'est bon. Donc, voilà. Donc voilà, le film, vous l'avez là. Donc les consignes que je vous ai données, c'est faites un schéma qui reprenne les principaux acteurs et interactions entre les acteurs. Et à partir de ça, vous allez faire une carte mentale. Bon, vous aurez Suzuki, vous aurez Mademoiselle Rose, etc. Vous allez faire un schéma où vous allez mettre tous les acteurs et toutes les interactions que vous avez pu voir dans ce film.
Alors, la technique que je vous conseille d'utiliser, c'est vous ouvrez le film. Moi, j'ouvre le film en général avec VLC, qui est un logiciel gratuit qui me permet de bien visualiser tous les films. Et sans arrêt, je fais des arrêts sur image pour noter au fur et à mesure. Donc, vous faites la carte mentale de ce film. Ça va, jusque-là, ça va. La question qui vous est posée, c'est quel est le sujet réel de ce film? Est-ce que c'est la tomate? Est-ce que c'est les déchets? À partir de là, vous vous serez posé la question. Je vous pose une autre question. S'agit-il d'un film documentaire? Donc c'est à vous de vous poser cette question. En quoi ce film se rapporte-t-il aux questions de développement durable? Quel est le lien entre ce film et les questions de développement durable? Moi, durant ce week-end, je vous tournerai la vidéo, parce que là je suis obligé de le tourner en vidéo, je vous tournerai la vidéo qui correspond à la correction, euh, à une interprétation de ce film. Cette interprétation, dès que je l'aurai mise en ligne, vous la retrouverez ici, où vous aurez un lien vers l'interprétation. Donc, ce qui serait très dommage, ce serait d'aller regarder directement l'interprétation tant que vous n'avez pas lu le film, vu le film, et que vous ne vous êtes pas posé ces questions. Ça, c'est le premier film. On en fera un deuxième d'ailleurs, c'est le cauchemar de Darwin, j'y viens dans un instant. Dans une activité 2, on prendra un certain nombre d'extraits de séquences filmiques sur une vérité qui dérange. Et là, à partir de ce film, on va prendre 3, 4, 5, 5 en fait, 5 extraits vidéo. Sur ces 5 extraits vidéo que je vous donnerai tout le film et je vous montrerai, je vous dirai regardez telle séquence, telle séquence, telle séquence. Et à partir de là, je vous ferai une analyse des séquences. Ces séquences, je vous les remettrai, donc je vous donnerai le lien vers le film en intégralité. Et je vous mettrai les séquences vidéo dans la vidéo que je tournerai ce week-end si j'ai le temps, sinon en début de semaine prochaine, lundi, a priori. Euh, L'autre film que vous aurez à voir, c'est Le Cauchemar de Darwin. Le Cauchemar de Darwin, c'est un film long d'1h40 que je vous proposerai de regarder à Noël, Non, je plaisante. Je disais, histoire d'égayer votre Noël. Non, c'est un film odieux, abominable. C'est un film noir dans tous les sens du terme. C'est atroce, ce film. Donc, ce film, je vous mettrai là les questions que je vous pose. Je vous donnerai ce film. Je vous donnerai, ça c'est ce qu'on va faire en fait dans la période de Noël. Je vous donnerai ce film. Je vous demanderai de construire une carte conceptuelle avec un outil que je vous donnerai, qui est l'outil des schémas des trois sphères dont j'ai horreur, les sphères environnementales, sociales et économiques. Donc je vous demanderai de construire une carte conceptuelle sur ce film Le Cauchemar de Darwin. Ça va prendre du temps, hein. C'est pour ça que je vous dis que faut se méfier du temps qu'on passe. Le film dure 1h40. Pour construire la carte conceptuelle, vous allez mettre largement 2 heures. Et donc derrière, moi, je vais vous donner d'autres arguments. Je ne l'ai pas fini là parce que j'ai un petit suspense sur ce film. Je vous donnerai un certain nombre d'arguments pour vous faire évoluer sur cette partie-là. Donc dans cette première partie sur l'analyse des médias, nous allons apprendre à travailler avec les films, avec des données filmiques. Ça, c'est un travail qui est dans une certaine autonomie, film, vidéo, enregistré, mis à disposition au fur et à mesure ici. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le b.a.-ba de ce que vous ne pouvez pas ne pas savoir sur informer, sensibiliser, enseigner, former, éduquer, et j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour aller le plus loin possible sur les éducations A, sachant qu'on s'arrêtera dans 1 heure pour le cours. C'est le cours synchrone d'aujourd'hui. Là, vous voyez sur le site, lien vers l'enregistrement à venir. C'est là où je mettrai le lien exactement comme vous avez le YouTube un peu partout. Lien vers l'enregistrement à venir. Nous sommes sur le Zoom 1 distanciel synchrone. Je vous rappelle que dans chaque UE, il y a a priori 2 Zooms.
de Zoom. On aura du mal à faire tous les Zooms au premier semestre parce que vous avez compris que on n'a que 2 mois véritables ouverts au mois de décembre, janvier jusqu'au début février. Donc on aura du mal à faire tous les Zooms. On en est parfaitement conscient. Et donc, je vous le dis là dès maintenant. S'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire dans certaines UE, parce qu'on n'a pas assez de temps pour aller assez loin, c'est pas grave. Les cours qui étaient prévus au S1, on les reportera au S2. Vous les aurez avec un décalage, mais notre but n'est pas de vous fatiguer, fatiguer, fatiguer. On fera attention quand même à ça. Donc, ça, ce sera du B à bas. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça vous donnera, je pense, un peu de temps pour le travailler quand même. Bon, prochain cours, ce sera des cours asynchrones. Tout ça, ça va être du asynchrone, c'est-à-dire tout ce qui est représentation sociale, ce cours-là, c'est du cours asynchrone. Donc, j'enregistre, je mets en ligne et c'est à vous d'aller regarder. On aura de la même façon fonction et prise en compte des représentations sociales. Par contre, ça, c'est un cours PDF. C'est un cours qui demande beaucoup de bibliographie, beaucoup de références bibliographiques. C'est là où on fait la relation avec l'UE12 sur la méthodologie de recherche. Donc là, effectivement, ce sera un cours PDF. Dans une troisième partie, nous serons sur une mobilisation des représentations sociales, avec des représentations échangées nord-sud, mais on va mettre évidemment le paquet sur les représentations des Suds dans toute leur diversité. Il y a un cours qu'on va mettre, on va lancer une première 5 minutes aujourd'hui là-dessus, c'est ce que j'ai mis dans l'une des vidéos que je vous montre. C'est la typologie des discours et des médias. Aujourd'hui, on ne va pas faire la typologie des médias, on va juste faire la typologie des discours. Dans un autre cours, on ira beaucoup plus loin sur la typologie des discours avec les exemples, on est bien d'accord. Et on fera aussi les questions d'argumentation. Derrière, on va avoir un certain nombre d'exemples qui seront des exemples essentiellement pris dans le Sud. Fin décembre, parce que vous voyez qu'il faut avancer, fin décembre, vous aurez un premier test de positionnement pour voir si vous avez compris toutes ces choses-là, c'est-à-dire communiquer, informer, manipuler, représentation sociale, discours, médias, etc. Donc là, vous aurez un test de positionnement. Je le redis là parce qu'on est vraiment en début d'année sur le deuxième cours. Euh, le test de positionnement, vous y aurez accès à partir du site ici, lien vers un test de positionnement. Vous répondez en ligne à ce test et vous avez les résultats qui s'affichent en fonction de ce que vous avez répondu. Euh, Début janvier, en principe, c'est Emmanuel qui va faire ça. Emmanuel va vous traiter du plan de communication en entreprise. Euh, euh, et d'ailleurs, vis-à-vis des médias, pardon, j'ai oublié de le mettre. Et on a un collègue qui est français, mais qui a l'habitude beaucoup de travailler avec les collègues étrangers, qui est dans une collectivité territoriale et qui viendra ici vous parler de communication en entreprise, dans les collectivités, etc. En fait, il est important que vous voyez à quoi ça ressemble un plan de communication dans une entreprise, vis-à-vis d'un journal, vis-à-vis d'une collectivité territoriale, et ainsi de suite. Derrière, Marceline vous traitera les compétences numériques euh, en lien avec des outils de recherche et l'UE12, comment on archive, comment on communique, quels outils de conception on utilise. Donc, Marceline, là, alors elle n'aura pas le temps d'aller très loin, on est bien d'accord. Elle aura juste le temps de vous présenter un certain nombre d'outils d'archivage, de communication, etc. Derrière, elle ira plus loin, mais pas elle toute seule. Il y aura Marceline, il y aura Chaibou, Yazid, en principe, c'est là où il va intervenir, bien sûr, et certainement d'autres parmi vous qui allez nous faire des propositions. Là, on va rentrer dans un aspect beaucoup plus pratique de la communication. On a une partie communication très intellectuelle, technique, et on a une partie qui est beaucoup plus opérationnelle, avec qui on communique et comment, avec quels outils et pour quelles finalités.
On fera donc un zoom synchrone de synthèse de la période 2. Et là, il faudrait ce zoom 2, il faudra qu'on le positionne dans la troisième semaine de janvier. Troisième semaine de janvier, cette UE est normalement finie de façon à vous libérer du temps pour passer à autre chose. Deuxième test de positionnement, est-ce que nous sommes bien tous d'accord sur le statut des tests de positionnement? Dans les tests de positionnement, il n'y a pas d'évaluation, on est bien d'accord. Vous n'êtes pas évalué, bien sûr. C'est juste pour vous dire, voilà où vous en êtes. Faites-les au fur et à mesure, au maximum. L'évaluation terminale, on vous la présente. C'est une partie questionnaire sur les différences entre informer, sensibiliser, éduquer, etc. Une partie étude de cas avec mobilisation des cadres méthodologiques qu'on vous aura présentés ci-dessus. Voilà donc comment va s'organiser cette petite UE. Je vous montre comment remarche donc comment ça marche. Donc là, quand vous êtes sur cette page, là, vous revenez en cliquant là-dessus. Ça vous ramène à l'ensemble des pages du semestre 1. Vous pouvez, si vous recliquez sur l'UE 13, vous revenez à la page que nous avions. Si vous reprenez ici, vous revenez au sommaire du master. Aujourd'hui, nous irons faire juste un petit tour parce qu'on n'aura pas assez de temps pour y aller. Nous allons juste faire un petit tour dans l'UE 16, c'est-à-dire les pratiques professionnelles et didactiques. Petit détour dans l'UE 16. Voilà les compétences professionnelles générales qui sont affichées, hein, mais c'est exactement comme le document qui vous a été distribué. On vous rappelle, ce scénario est révisable en cours de formation, c'est-à-dire que si on voit que c'est trop dense, il y a des choses que l'on avait prévues au S2 que l'on mettra au S1, qu'on mettra au S3. Donc, tout ce qu'on n'a pas pu faire au S1, on le reporte au S2. Il y a quatre périodes de 2 semaines. C'est là où on risque d'être un peu juste pour vous faire tout, on vous le cache pas. Aujourd'hui, j'espère que j'aurai le temps de vous faire le Éduquer A. Derrière, on a la partie quelles compétences pour le développement durable. J'espère que j'aurai le temps de vous le faire. Et là, je mettrai l'enregistrement. Donc, si je n'ai pas le temps de vous le faire, vous avez tous compris que vous allez cliquer sur le résumé. C'est un résumé avec une vidéo de 20 minutes, relativement dense, je ne vous le cache pas. C'est-à-dire que la vidéo de 20 minutes, il vous faut quand même la voir tranquillement, la repasser une fois, deux fois, trois fois, pour bien l'avoir compris. De la même façon, le résumé du cours d'aujourd'hui, vous l'aurez en 15 minutes ici. Derrière, voilà où on en est. Donc, j'ai pas encore mis les liens vers les cours des collègues, mais Annie, qui est gabonaise, vous fera c'est quoi un prof de géographie, ça fonctionne comment ça fait cours, sur quoi ça fait cours, à quoi ça tient. Luc, qui a l'habitude de beaucoup travailler avec le Sénégal, fera un cours avec une double vision. La vision de l'européen, mais de l'européen qui est très centré sud. Ensuite, on fera une approche en sciences. On en a parlé avec Marceline hier, puisque on a eu une entrevue un peu plus longue avec les collègues du Cameroun hier. Marceline vous expliquera comment on fait des sciences en lien avec le développement durable, bien sûr. Comment on fait des sciences déjà quand on est au Cameroun dans une école normale supérieure. Moi, je vous ferai un truc un peu équivalent. Comment nous, on fait des sciences quand on est dans un INSPE, Institut national supérieur du professorat de l'éducation dans le Nord. Approche en français, c'est Alexis qui vous fera des récits interculturels et ma collègue Josiane qui vous parlera de vous donnera des bases. On est d'accord, hein, c'est des cours d'une heure, ça. Donc on va pas une heure, une demi-heure, on va pas très loin. Luc et Désiré. Vous feront une première initiation aux approches artistiques. Marivonne devrait vous faire une première approche. Quel est le lien entre l'éducation au développement durable et tout ce qui est éducation sportive au sens général.
N'hésitez pas à faire des propositions complémentaires en disant, ben voilà, moi je suis prof doc, moi je suis prof de physique, moi je suis prof de ceci, moi je suis prof de cela, je veux bien vous faire un cours sur telle chose, telle chose, telle chose. Donc là, je ne vais pas aller rentrer trop dans les détails. Base de l'apprentissage. Moi, je vous traiterai les bases neurologiques, le modèle de 2AN, plus d'autres modèles de Tricot et quelques autres sur l'apprentissage. Derrière, Marceline reviendra en servant de la psychopédagogie, de la didactique de l'apprentissage. Puis, elle vous traitera le sujet de l'apprentissage avec le numérique. Par contre, quand on met des noms, c'est parce qu'il y a automatiquement quelqu'un qui fait le cours, mais moi, je ne suis pas opposé à faire intervenir quelqu'un d'autre avec moi ou en remplacement de moi, bien sûr. Derrière, vous aurez un cours l'équivalent de 4 heures de cours, compétences transversales, métacompétences, macrocompétences, vision systémique et prospective, vision en termes de changement individuel et collectif, et les Green Comp européennes. Ceci, ça va nous amener à la fin de la période 1, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à Noël. Je ne vous détaille pas là maintenant tout ce qu'on va faire durant la période 3, c'est-à-dire la première quinzaine de janvier, la deuxième période 3, deuxième quinzaine de janvier, et la période 4, un peu plus courte, c'est là où on va être juste, c'est la période entre le 0 et le 13 février. Voilà, voilà donc, petite vue sur le site, petite vue sur l'organisation du site, le comment vous vous déplacez, comment vous allez pouvoir vous déplacer. Y a-t-il des questions de compréhension de ce que je viens de raconter là, ici, maintenant? J'arrête un instant le partage. Non, c'est bon pour tout le monde? Alors, juste quelques nouvelles, quelques nouvelles toujours sur l'organisationnel, puisque vous avez compris que on vous tient toujours au courant de où on en est, comment on avance. Donc, petit rappel sur ce qu'on disait, on fonctionne avec le site du Réunifed jusqu'à Noël. On espère qu'à Noël, on aura basculé sur le NT et que le NT sera fonctionnel à ce moment-là. Et là, on vous fera un cours sur le NT, comment on utilise le NT, etc., bien sûr. Euh, nous sommes au jour d'aujourd'hui, si mes connaissances sont bonnes, sur environ une cinquantaine de collègues qui sont sur Yaoundé, une petite cinquantaine de collègues, mais je crois que ça va augmenter assez vite avant Noël, de collègues qui sont sur Mondoukou, et on est aussi, je parle sous le contrôle de Balthazar, une petite cinquantaine de collègues qui sont sur Kinshasa, Lubumbashi. Les évaluations se feront, je ne me rappelle plus quel est le jour précis, le 12 et 13 février. C'est écrit sur les tablettes, sur tout ce qu'on vous a envoyé déjà comme document. On vous reprécisera bien sûr cette période-là, c'est-à-dire lors du deuxième présentiel commun à l'ensemble de tous les pays, des 3 pays. Euh, comme vous avez compris, on a pu prendre en fait que environ 150 personnes dans ce master mixte. On ouvrira donc fin janvier le même master que celui-là, quelques petits détails près d'organisation en FAOD, de façon à accueillir des gens qui viennent d'autres pays. Des gens un peu plus nombreux qui viennent du Sénégal, qui voudraient ouvrir très vite, des gens qui n'ont pas pu venir dans ces formations, c'est-à-dire des collègues du Maroc, des collègues d'Algérie, des collègues de Tunisie, des collègues du Bénin, enfin, et même des collègues européens. Là, on a un certain nombre de collègues européens qui voudraient bien suivre le master, ils ne peuvent pas le suivre dans les pays en présentiel, ils vont donc le suivre à distance. Donc, la promotion qui sera celle du mois de fin janvier. On ne fera pas les présentiels avec vous parce que ça vous ralentirait. On fera moins de présentiel d'ailleurs, moins, pardon, de présentiel. Ce que j'appelle présentiel, là, c'est un lapsus. Moins de distanciel synchrone. On fera moins de distanciel synchrone qu'avec vous. On les fera donc un peu différemment, mais ils ne seront pas mélangés avec vous, sauf sur le site. Sauf sur le site où effectivement ils auront les mêmes cours que vous, plus quelques bricoles pour remplacer certaines choses. Voilà donc l'organisation. Donc pour ceux qui produisaient des cours,
Je vous rappelle l'ordre d'idée financier. Excusez-moi de parler de ça à tout le monde. Pour ceux qui produisaient des cours, soyons clairs, si vous produisez des cours, un cours risque de pouvoir vous être payé quand même une quarantaine d'euros par pays qui prend votre cours. Pour que vous soyez producteur d'un cours, il faut effectivement, c'est le préalable qu'on a mis avec tous les présidents d'université et tous les responsables de master, pour donner un cours dans un pays, il faut que vous soyez investi sur l'ensemble du dispositif. C'est la raison pour laquelle vous êtes à la fois, pour nombre d'entre vous, à la fois formateur et formé. C'est la règle du jeu. Mais en fait, dans ce cadre de figure, un cours ne vous est pas mal payé parce que vous pouvez toucher pratiquement une centaine d'euros pour faire un cours bien ficelé, etc., bien travaillé. Ça demande beaucoup de travail, un cours, mais au moins, vous êtes payé de votre travail. Si moi je fais c'est ce que je vous disais la fois dernière à certains d'entre vous, si vous faites 6 cours que vous gérez à distance des collègues dans leurs projets, que vous êtes tuteur d'un certain nombre de collègues, votre master, vous voulez être payé en un an, vous êtes payé le master, hein. Donc, normalement, vous rentrez à peu près dans vos frais si vous êtes à la fois producteur de ressources et que vous suivez l'intégralité de l'histoire. Les masters que l'on va ouvrir au mois de janvier prochain, fin janvier 2025, c'est encore une somme qui rentre en plus. Vous êtes bien évidemment payé séparément pour les gens qui géreraient les cours dans le master uniquement FAOD. Donc pour ces gens-là, effectivement, on va vous demander, quand vos cours ont été faits, si vous voulez les refaire en version 2, mieux. Sur le plan technique, etc. On vous proposera de les refaire lorsque du moins ces cours-là le nécessiteront. Mais vous serez à nouveau payé pour ces mêmes cours transformés. Voilà. Et je ne vous parle pas aujourd'hui de l'AUF parce que j'ai pas assez d'éléments pour vous donner des choses sûres. Mais effectivement, ça se surimpose à l'ouverture l'année prochaine en octobre. Donc, pour faire simple, en octobre 2025, vous qui êtes en M1, vous serez vous serez en M2 du master de formation de formateur. On aura ouvert, pour tous ceux qui donnaient des cours, vous aurez les cours du M1, plus les cours du M2 à faire, plus les cours du master de l'AUF à faire. Donc c'est vrai que faut monter en charge progressivement, mais je suis désolé de vous dire ça, on aura bien besoin d'un peu tout le monde. Voilà. Donc voilà pour les aspects administratifs. Maintenant, je vais revenir au cours sensu stricto et je vais repartager mon écran. Ce que je voulais partager avec vous maintenant, on va commencer tout d'abord par faire la différence entre informer et sensibiliser. Certains d'entre vous avaient déjà eu ce cours. Ce cours, je vous l'ai envoyé. Donc, vous l'avez par ailleurs sur Internet en version réduite. Alors, informer, sensibiliser. On va faire la différence entre ces mots. Il n'est pas possible que vous puissiez les confondre à la fin de ce cours. Informer, sensibiliser, manipuler sur des questions de développement durable. Bien souvent, ce qu'on fait, c'est on va parler de développement durable. On va parler d'un sujet, par exemple la biodiversité, les changements climatiques. En parler, ça n'a rien à voir à faire de l'information. Ça n'a rien à voir avec faire de la sensibilisation. Ça n'a rien à voir avec faire de la manipulation. C'est autre chose à chaque fois et on va faire cette différence. Soyons concrets. Soyons concrets. On peut toujours parler de tout. Je vous ai pris une référence européenne. C'est ce qu'on va appeler une discussion de bistrot. On va mélanger des savoirs et des opinions.
On va faire le cours très vite sur savoir et opinion. C'est un cours qui va arriver très vite dans une semaine. Savoir et opinion dans l'UE16. Alors, c'est quoi un savoir? C'est quoi une opinion? On verra. Les savoirs peuvent être scientifiques, ils peuvent être scolaires, ils peuvent être indigènes, ils peuvent être tout un tas de choses. Euh, euh, En fait, il y a une diversité de savoirs. Par contre, il y a toujours une différence avec une opinion. Une opinion, c'est ce que je crois. Alors, vous inquiétez pas, on va aller beaucoup plus loin sur cette question d'opinion. En fait, c'est un cours d'une heure et demie sur distinguer les savoirs et les opinions. Alors, c'est quoi le problème? C'est que bien souvent, on confond des concepts. Climat et météo, c'est deux concepts qui n'ont rien à voir. Et donc, si on confond si on confond climat et météo, on va dire d'énormes bêtises. Donc, il faut faire attention que dans une discussion, ce que j'appelle de comptoir ou sous un arbre, en palabre, sous un manguier, on peut échanger des opinions, mais les savoirs, c'est autre chose. Un savoir, c'est quelque chose qui est sûr, vérifiable. On y reviendra. Maintenant, les mots ont un sens. Érosion de la biodiversité, c'est quoi? C'est l'érosion de la biodiversité, c'est le fait qu'on ait de moins en moins d'espèces animales, végétales et microbiennes. On ait une disparition d'un certain nombre d'écosystèmes, puisque la biodiversité, vous allez le voir, se définit à l'échelle des populations, à l'échelle génétique, à l'échelle des espèces et à l'échelle des écosystèmes. Donc, l'érosion de la biodiversité, c'est tout simple, enfin c'est tout simple, mais c'est terrible. C'est le fait que on a des écosystèmes qui disparaissent, les mangroves par exemple. On a on a des espèces qui disparaissent et on a des populations, des sous-espèces, des variétés qui disparaissent. Ça, c'est l'érosion de la biodiversité à ces trois échelles. L'érosion de la biomasse, c'est différent. C'est pas la même chose du tout, ça n'a rien à voir. L'érosion de la biomasse, c'est la masse totale en tonnes, en milliards de tonnes de matière organique produite par les animaux, les végétaux et les hommes. Et en fait, la biomasse, elle a un peu diminué sur Terre, c'est vrai, mais surtout, elle a été dépassée par ce qu'on va appeler la masse anthropique, c'est-à-dire il y a plus de routes, de chaises, de tables, de casseroles, de voitures sur Terre en masse qu'il n'y a d'êtres vivants. Et donc, je ne parle pas de l'homme, hein, je parle de l'ensemble des animaux et des végétaux. Il y a plus de production humaine que de production par la nature. Ça nous interpelle quand même un petit peu sur notre place. L'anthropisation des milieux, c'est encore un autre concept. L'anthropisation des milieux, c'est le fait que si je vais me promener dans une forêt, que ce soit du côté de Lubumbashi, que ce soit du côté de Yaoundé, que ce soit du côté de Bandoukou, j'ai plus de chances de rencontrer un zébu, une chèvre, ou un chien que j'ai de chances de rencontrer un véritable singe sauvage ou une antilope ou un éléphant ou n'importe quel autre de ces gros animaux. En fait, l'anthropisation des milieux, c'est que la biomasse, je vais raisonner simplement sur les mammifères, la biomasse de mammifères élevés par l'homme est très nettement supérieure à la biomasse des mammifères sauvages qui vivent sur l'ensemble de la Terre. Donc, faut faire attention. On peut parler de tout, oui, mais on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Et en fait, les mots ont un sens et il faut employer les mots dans leur sens scientifique. Alors, vous allez me dire, ben, discussion de comptoir, je crois que j'ai compris. Maintenant, informer, ça veut dire quoi? Informer, euh, c'est quelque chose qui est un peu différent. C'est que quand j'informe, ça veut dire que je vais donner une information. On verra au semestre 2 tous les critères des différentes informations, mais ce sera semestre 2, on n'aura pas le temps de le faire là. Euh,
c'est quoi informer dans toutes ces dimensions, les théories de l'information, etc. Donc, ce sera plutôt le semestre 2, on n'aura pas le temps. Là, je l'ai dit. En fait, quand on informe, on a vérifié les contenus et on est sûr que les contenus sont fiables. On les a vérifiés. Donc, informer, ça veut dire que on donne des contenus dont on est sûr. On a été vérifier nos sources de différentes façons. Ça veut dire qu'on a une expertise scientifique là-dessus. Sinon, c'est ce qu'on va appeler de la désinformation ou de la malinformation. La désinformation, c'est faire passer quelque chose de faux pour quelque chose de vrai. Alors certains d'entre nous pouvons le faire parce qu'on n'y connaît rien, on est incompétent. Et quand on est incompétent, effectivement, on peut faire de la désinformation sans même le savoir. Et globalement, on va être honnête, c'est même la partie la plus importante de la désinformation. La majeure partie des gens font de la désinformation, c'est la moitié de l'information qui circule sur Internet. Non pas parce que c'est des voyous, non, c'est parce que ils n'y connaissent rien et que c'est pas parce que je n'y connais rien que ça va m'empêcher d'en parler. Et effectivement, on a effectivement des collègues qui veulent parler de choses, mais qui disent tout et n'importe quoi parce ils ne s'y connaissent pas. Donc effectivement, il faudra faire attention. Pour parler d'un sujet, vaut mieux que j'ai quand même travaillé un tout petit peu mon sujet. Mais maintenant, il y a autre chose de beaucoup plus grave. C'est ce qu'on va appeler les fake news. Les fake news, c'est les nouvelles fausses. Et sur Internet, on trouve plus de fake news que de nouvelles vraies. Ça pose un vrai problème. C'est que quand vous avez un pays qui se nourrit d'Internet pour se faire, pour croyant se faire des savoirs, il est sur des opinions qui sont balancées comme ça, sans discernement, et en fait, il propage des fake news. C'est d'ailleurs dramatique à l'échelle de la Terre au jour d'aujourd'hui de voir que la moitié de l'information qui circule sur Internet, c'est de la fake news. La fake news, c'est gênant, c'est très différent de la désinformation ou de la malinformation. C'est différent parce que là, les gens, ils le font volontairement. Ils le font volontairement pour différentes raisons. Euh, et puis, on a les infotox. Alors, les infotox, on a même franchi encore un palier supplémentaire. Une infotox, information toxique, la personne sait très bien communiquer. Mais en fait, elle utilise des moyens de communication modernes, efficaces, avec tous les codes de communication. Elle sait communiquer. Et en fait, si elle dit n'importe quoi, c'est pas parce qu'elle ne sait pas, c'est parce qu'elle veut induire les autres dans différentes formes d'erreurs. Donc, attention, on peut avoir des infotox par malversation. Alors, maintenant, la sensibilisation. La sensibilisation, c'est encore différent. Les contenus, donc on va déjà faire la différence entre vulgarisation et sensibilisation. On reprendra ce terme de vulgarisation aussi. Fais attention, Nyong, tu es en train de gribouiller l'écran. Donc, arrête de balader ta souris avec ta peinture verte parce que tu es en train de nous gribouiller tout l'écran et je peux pas je serais obligé de rafraîchir l'écran pour le faire disparaître. Donc, les contenus sont par leur fond et leur forme rendus attractifs, accessibles, pour un public plus ou moins informé. Ça, c'est ce qu'on va appeler de la vulgarisation. La vulgarisation, c'est de prendre un contenu qui n'est pas forcément agréable, pas forcément attractif, et de le rendre attractif pour l'ensemble du public. Donc, donc là, ça, c'est de la vulgarisation. Maintenant, arrête, Ngong, tu es en train de tout dégueulasser l'écran et tu vas rendre impossible. Donc arrête de bouger ta souris, s'il te plaît. Sinon, je serai obligé de supprimer le droit d'écriture aux gens à distance. Maintenant, je vais parler de ce qui est sensibilisation. Ce qui caractérise une personne qui communique, c'est qu'elle est engagée. Et en fait, quand on fait ce qu'on va appeler de la sensibilisation, on est engagé et on veut faire partager son engagement. Et donc, on va jouer sur la corde sensible, d'où le terme de sensibilisation. On va se servir de la corde sensible, de la sensibilité, pour
convaincre, grâce aux émotions, que ce que l'on veut faire partager comme engagement, ça doit être l'engagement de tout le monde. Mais le problème, c'est que quand on sensibilise, les messages peuvent être orientés vers des opinions plus que vers la véracité des faits scientifiques. Et donc, il faut faire vraiment attention. Faut faire vraiment attention que euh, si vous sensibilisez, il faudrait quand même être sûr que ce que vous dites est vrai. Car si vous n'êtes si ce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, vous risquez véritablement, vous risquez véritablement de quoi? Ben, vous risquez de faire en fait ce que l'on appelait tout à l'heure de la désinformation par incompétence, voire même de faire de l'infotox. Donc c'est pas parce que vous êtes persuadé que vous avez raison. Donc il faut faire attention que quand vous faites de la sensibilisation, vous pouvez très bien, très rapidement arriver à faire de la manipulation. Donc il faudrait vraiment que tu arrêtes tout de suite de dessiner. Sinon je vais être obligé de supprimer ton accès à la classe virtuelle. Donc s'il te plaît, arrête de gigoter ta souris. Arrête immédiatement de gigoter ta souris, s'il te plaît. Sinon, je vais effectivement être obligé d'arrêter le partage, de reprendre le partage et de supprimer l'accès. Alors, maintenant, vulgariser, sensibiliser, manipuler. On sensibilise parce que ce qu'on tient pour vrai, on veut le partager. C'est normal. On sensibilise toujours à, mais entre sensibiliser à ou lutter contre, c'est en fait le même registre. Mais, je vous le rappelais tout à l'heure, attention, on peut toujours se tromper. On peut toujours se tromper. euh, Si on se trompe, on peut effectivement tenir quelque chose pour vrai, alors qu'en fait, ça s'avère faux dès qu'on a commencé à regarder un peu mieux. Donc, attention, en jouant sur la sensibilité, sur les émotions, vous engagez les personnes dans une action, mais vous pouvez très bien tomber dans ce qu'on va appeler de la manipulation. Alors vous allez me dire, quelle est la différence entre la manipulation et la sensibilisation? Si vous faites de la bonne sensibilisation, eh bien, il faut faire très attention à expliciter très clairement, en toute transparence, les valeurs vers lesquelles vous voulez emmener les gens. Prenons un exemple, les biocarburants. Quand on a fait de la sensibilisation pour l'utilisation des biocarburants, au début, le monde de l'agriculture s'est saisi de cette question-là et en fait, on a fait de la sensibilisation. Tout le monde était content. Mais en fait, vous allez voir, vous allez comprendre que au bout d'un moment, c'était pas si simple que ça, et les biocarburants avaient leurs inconvénients. Et en fait, on avait, dans une certaine mesure, sensibilisé à la production et à l'usage des biocarburants, mais on avait aussi manipulé parce qu'on ne leur avait pas donné l'entièreté de la vérité, c'est-à-dire tous les effets pervers des biocarburants. Par exemple, la compétition qu'il peut y avoir à produire des biocarburants pour l'essence ou du maïs pour donner à manger à des gens notamment. Ça, c'est un type de manipulation. Je sensibilise. Au moment où je sensibilise, il faut que je me méfie de ne pas déjà être en train de manipuler les gens, faute d'avoir la connaissance de tout. Cette image-là, l'image de l'ours blanc, elle, elle est totalement une image c'est totalement une image de manipulation. Cette image est une image factice qui a été faite, fabriquée par un montage vidéo. C'est donc là une manipulation. Vous allez me dire, ça montre quoi? Que l'ours blanc se raccroche au dernier glaçon parce que les icebergs fondent. Oui, d'accord. Mais comme cette photo est une photo bricolée, une photo truandée, il est quand même anormal de ne pas le dire aux gens. Alors vous allez me dire, mais moi je l'ai pris sur Internet. Ah non, c'est pas acceptable. Si on prend une image sur Internet, on doit toujours savoir d'où elle vient, quelle est son origine, qui l'a faite, est-elle bricolée, pas bricolée. Si je vous montre cette image et que je vous laisse croire que c'est une image vraie, je suis un imposteur. Je suis en train de vous manipuler.
Non, donc là, cette image est une image de création artistique engagée. Et j'ai pris un ours blanc, je l'ai mis sur un iceberg et je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Si maintenant, on continue sur cette question. Sur cette question, on peut manipuler sans arrière-pensée en étant persuadé du bien fondé de ce qu'on défend. On peut manipuler en étant conscient qu'on va jouer sur les émotions. C'est déjà un peu plus sur toi. On peut manipuler sans le savoir, sans véritablement expliciter les objectifs de ce que nous voulons. En fait, ça peut être de l'omission, mais ça peut être aussi de la malversation. Donc, nous manipulons donc parfois sans même le savoir. Et en fait, on aura un cours complémentaire avec les biais cognitifs, les biais de raisonnement. C'est un cours complémentaire qu'on aura. Alors attention, la base éthique de la sensibilisation. Premier critère, c'est la transparence. Deuxième critère, c'est l'explicitation des objectifs. Sinon, ce n'est pas de la sensibilisation, c'est de la manipulation. Je vais vous prendre plusieurs exemples. Bon, ici, vous connaissez hélas cette image, elle est mise en petit et en gris. C'est une image prise au Vietnam lors de la guerre du Vietnam où on a une petite fille qui court nue, brûlée par le napalm, brûlée au deuxième degré, et elle court nue au milieu des enfants qui fuient, on va dire, une bavure américaine, c'est-à-dire les Américains qui ont déposé quelques bombes au napalm à côté d'un village et les enfants fuient. Cette image, elle est manipulatrice, on est d'accord. Parce que montrer une enfant nue, brûlée, courant ici, ça a déclenché un vent de mal-être chez les Américains qui se sont dit non. Là, on a franchi quelque chose. Cette image, elle n'est pas acceptable. Cette image est pour beaucoup dans l'arrêt de la guerre du Vietnam par le peuple américain. Est-ce que c'est de la manipulation? Oui, oui, oui. C'est ce qu'on va appeler une image choc. C'est de la manipulation, de toute évidence. Bon, après, si cette manipulation euh, est au service d'une cause vise à limiter la mortalité, eh bien, j'aurais tendance à dire que c'est une manipulation pour une bonne cause. Bon, cette image, vous la connaissez, hélas, probablement pour une bonne partie d'entre vous. C'est ce petit garçon qui est noyé en Méditerranée, qui est parti de Syrie, je crois, et qui a été retrouvé au petit matin, déposé comme un déchet, sur le bord de l'eau. C'est vrai que moi, ça me touche, ça me navre. Euh, bon, cette image, je sais que les gens qui l'ont pris, enfin les gens qui ont pris cette photo, ont hésité avant de la publier parce qu'elle est dégradante pour l'être humain. Un petit garçon, la face à terre, le nez dans l'eau, euh, c'est extrêmement dérangeant comme photo. Je pense que ça, tout le monde le concède. Ils l'ont publié parce qu'ils croyaient que ça ferait l'effet de la photo du Vietnam. Alors, force est de constater que cette photo a maintenant un an. Est-ce que cela a empêché le drame des migrants entre l'Afrique du Nord et l'Europe? Ben, j'ai l'impression que non. Pas du tout même. De ce fait, cette photo, qui était une photo de manipulation, euh, dite de sensibilisation par les gens qui l'ont mise, ben, c'était une photo de sensibilisation ou de manipulation. Moi, je dis manipulation parce que même si c'est pour une bonne cause, c'est pas explicité. Ben, en fait, elle a servi à rien. Donc toutes les photos choc ne servent pas forcément, ça dépend du contexte dans lequel on communique, de la période dans laquelle on communique. Maintenant, vous avez ici un loup. Ce loup, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas une tête tellement sympathique, mais c'est normal. Je vous ai mis, moi, j'ai choisi une photo de loup qui soit en train de grogner et de montrer les dents. Ça ne veut pas dire qu'il soit dangereux, c'est simplement comme ça qu'il communique les rapports de domination avec les autres loups. Mais effectivement, pour nous, c'est très peu sympathique. Donc, oui, ça, c'est de la manipulation. Vous montrez une maman panda avec son bébé panda, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation parce que déjà, un panda adulte,
Ça inspire plutôt la sympathie, mais un bébé panda, là, tout le monde est content, tout le monde est sûr que c'est gentil. Alors maintenant, je vais terminer cela en disant attention. Attention, ne confondez pas information, sensibilisation, manipulation. En quelques mots, j'informe quand je suis sûr que mon contenu est juste. Ça veut dire que j'ai utilisé tous les outils de vérification de mes contenus. Quand je fais de l'information, est-ce que je la charge en émotion? Non. Si je charge mon information en émotion, je suis déjà en train de faire de la sensibilisation. Je joue sur la sensibilité des gens. Est-ce que toutes les sensibilisations sont de bonne nature? Pas forcément. Toutes les sensibilisations ne sont pas forcément de bonne nature. Donc, il faut faire attention que, on peut très bien se mettre à manipuler et ne plus sensibiliser. Maintenant, je vous brosse en quelques minutes trois types de discours, en fait quatre, vous allez voir. Vous pouvez, quand vous avez des documents en face de vous, ou que vous-même vous êtes en train de parler ou d'écrire, vous pouvez écrire pardon, selon trois registres. Le premier registre, c'est le registre médiatique. Quand vous êtes en train de communiquer avec les médias, ou quand les médias sont en train de communiquer avec vous, ils utilisent un style qui s'appelle le style narratif. Quand je suis dans un style narratif, je vais chercher à faire découvrir une vérité. Je vais révéler aux gens une vérité. Donc, un média veut faire découvrir quelque chose que la personne ne tient pas a priori pour vrai, soit parce qu'il pense autre chose, soit parce qu'il croit en autre chose, soit parce que tout simplement il ne sait rien. Quel est l'objectif? C'est d'informer les gens et de capter leur intention. Si vous voulez faire un discours médiatique, mais que vous n'avez aucune information à transmettre, vous ne faites pas un discours médiatique, vous parlotez, vous faites de la palabre. Donc, effectivement, informer, ça veut dire qu'on a du contenu, qu'on a du message. Et capter, ça veut dire que ce contenu, on va le faire passer selon des codes de communication médiatique qui vont être adaptés. Adaptés au public, adaptés à l'horaire, etc. Juste un exemple sur la communication médiatique, mais on ira évidemment beaucoup plus loin que cette séance de simple initiation. Vous avez un reportage à faire pour la télévision. Vous choisissez quoi? Vous choisissez ce qu'on va appeler, ce qu'on va appeler une news. Vous prenez une brève, alors une news ou une ultra brève, une brève, ou vous prenez un reportage de 7 minutes. En gros, 30 secondes, 3 minutes ou 15 minutes. Moi, je vous conseillerais chaque fois que possible de faire à minima en ultra brève, c'est-à-dire les news en 30 secondes. Là, vous passez à une heure de grande écoute, vous passez un très grand nombre de fois, et effectivement, votre discours a beaucoup plus d'impact qu'un discours qui sera un discours de 15 minutes. Donc, voilà une première approche de ce qu'on va appeler un discours médiatique, qui veut informer et capter. Si on n'a rien à dire, on ne fait pas de médias. Si on n'arrive pas à capter l'information, on ne passe pas dans les médias. Voilà. Maintenant, le discours scientifique. Alors, comme la majeure partie d'entre nous, d'entre vous, êtes des scientifiques, je ne vous apprendrai rien en vous disant que quand on fait un discours scientifique, on veut démontrer, on veut établir une vérité. On ne veut pas chercher à la faire découvrir, on veut la prouver. Prouver que telle chose est vraie. Pour cela, on va devoir faire, comme d'ailleurs dans vos mémoires professionnelles, on va devoir problématiser. On va passer de la thématique à la problématique. Et derrière, si on problématise, on va se positionner par rapport à ça. On va pas rester neutre, c'est idiot. Et puis derrière, on va apporter les arguments pour persuader que ce que vous pensez peut être tenu pour vrai. Maintenant, dans un discours didactique,
C'est celui du prof, on est d'accord. Le discours du prof, on va essayer d'expliquer, on va essayer de transmettre une vérité, mais une vérité qui est déjà établie. Attention, est-ce que le discours didactique, la vérité est déjà établie dans la classe? Non, pas dans la classe, mais elle est établie dans le champ de la science, des scientifiques. Donc, quand on explique, on va transmettre une vérité déjà établie par les scientifiques. On va, dans le discours médiatique, on va informer. Oui, ok. Comme tout à l'heure dans le discours, comme tout à l'heure quand on était sur le discours médiatique. On va capter. Ok, exactement comme le discours médiatique. Pas de changement. Mais par contre, un prof va se distinguer de tous les autres communicants parce qu'il va évaluer. Il va évaluer, alors que quelqu'un dans le domaine médiatique n'a pas à évaluer. Le scientifique, il n'a pas à évaluer, sauf quand il est didacticien et qu'il fait des cours en tant que scientifique dans une université, une licence, un master ou peu importe. Voilà donc différents types de discours. Maintenant, je vais un tout petit peu plus loin sur ces types de discours. Les discours, les discours, ils doivent être visibles en médiatisation scientifique. Ah, vous allez dire, mais tu n'en as pas parlé de la médiatisation scientifique. Tu nous as parlé de discours médiatique, de discours scientifique ou de discours didactique. Et tu ne nous as pas parlé de médiatisation scientifique. Et non. Et en fait, on va voir, la médiatisation scientifique, c'est effectivement un cumulé de peut-être plusieurs choses. On est bien des scientifiques, on sait comment on va diffuser, mais on sait aussi que, pardon, on va utiliser un discours didactique. Alors, quand on fait de la médiatisation scientifique, on ne va parler que de faits scientifiques. Sinon, ce serait de la médiatisation tout court. Ces faits scientifiques, ils doivent être visibles. Ils doivent nous surprendre. Ils doivent avoir un impact sur notre vie. On ne doit pas dire, oh, ben ça, je m'en fous complètement. Non, non, ils doivent nous dire, ah mince, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Surprendre. Ils ont un impact sur notre vie. C'est-à-dire que, pardon, on se va dire, ah ben oui, ça c'est vrai que c'est bête, j'y avais pas pensé, mais en plus, ça modifie ce que je pense sur, ça modifie ce que je fais. C'est ce que je faisais tout à l'heure sur les biocarburants. Si vous êtes en train de faire de la médiatisation scientifique, les gens doivent se dire, ah oui, quand même, la surface sur Terre que l'on va utiliser pour produire des biocarburants, c'est un quart des terres émergées? Oh, ça fait beaucoup, ça, quand même. Est-ce que ça a un impact sur ma vie? Ah ben oui, 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 ça a un impact sur votre vie, les biocarburants. C'est que les denrées alimentaires coûtent plus cher puisqu'on a moins de surface pour les produire. Par contre, il faut que ce que je dise soit sérieux. On a le droit de plaisanter, mais le discours, lui, doit être sérieux. La médiatisation, c'est quand même sérieux. C'est sérieux, mais c'est accessible. C'est-à-dire que ça ne peut pas être pénible. Troisième critère, et en fait, ça, c'est ce qu'on a dès qu'on fait de la médiatisation scientifique, ce qu'on va appeler l'émotionnabilité. Est-ce que ce fait scientifique va pouvoir dégager des émotions? Est-ce que ce fait scientifique va nous amener à médiatiser, enfin, à développer des émotions sur ce fait? Si ce fait scientifique ne dégage aucune émotion, ça veut dire qu'il ne correspond pas à de la médiatisation scientifique. Il correspond à un enseignement de la science, mais pas de la médiatisation scientifique. C'est la raison pour laquelle bon nombre d'entre vous allaient être tentés de faire de la sensibilisation. Voilà ce que je voulais vous traiter sur ce premier exemple. Je vais maintenant vous traiter un deuxième exemple. Je repartage mon écran. Je vais donc maintenant venir à enseigner, former et éduquer.
Ces trois choses ne sont pas du tout du même registre. Je vais essayer de vous le faire partager. Cette partie-là, et vous l'avez compris, dans l'UE 13, elle est aussi dans l'UE 16, c'est-à-dire tout ce qui est éducation A, etc. Donc, dans la partie professionnalisante, pratique professionnelle. Quand j'enseigne, je pris une image un peu, une image d'avant. Quand j'enseigne, j'enseigne quelque chose, c'est-à-dire des contenus. Ça peut être des connaissances ou des compétences, mais j'enseigne quelque chose. À qui? À une personne, c'est pas à cet élève qu'on va enseigner. On va essayer enseigner à une classe, un groupe, un amphithéâtre. C'est-à-dire que quand j'enseigne, j'enseigne quelque chose à un groupe, et ce que j'enseigne, c'est une discipline. J'enseigne une discipline à un groupe, une classe. J'enseigne des contenus. Connaissances, compétences, peu importe. Si maintenant, je vais un peu plus loin, enseigner, c'est partager, donc transmettre. Mais dès l'instant où vous enseignez, vous ne pouvez pas ne pas accepter que ce que vous avez fait va être transformé par les apprenants. Vous êtes en train d'expliquer que dans la terre, il y a des vers de terre. Le gamin aura de toute façon transformé votre discours. Il aura pris dans votre discours un certain nombre de concepts, mais il aura mélangé certaines autres choses. Alors en fait, il faudra faire attention que lorsqu'on enseigne, les savoirs sont des finalités. C'est-à-dire que quand j'enseigne, les savoirs, si j'enseigne, je ne peux pas ne pas enseigner de savoir. Vous allez me dire, mais non, mais parfois, moi, j'enseigne, mais j'enseigne des compétences. Vous allez voir, non, pas tout à fait. Si vous ne faites que enseigner des compétences, vous n'enseignez pas, vous allez former les gens. Et vous allez former les individus. C'est différent, vous allez le voir. Alors enseigner, c'est partager, transmettre. Euh, Transmettre quoi? Des discours ou autre chose. Les savoirs sont des finalités. Si je reprends l'exemple qui est là, je vais expliquer, quand j'enseigne, mettons les SVT, je vais expliquer que dans ma main, j'ai des vers de terre, que ces vers de terre sont là parce qu'ils viennent manger euh, la matière végétale qui est tombée des arbres. Pardon. Les, les vers de terre sont là, ils mangent les feuilles, ils transforment tout ça. Hop. C'est un concept, le concept de décomposition de la matière organique morte provenant des végétaux. Je peux maintenant prendre ces vers de terre, les mettre dans ce qu'on appelle un lombricarium, une couche de terre, une couche de sable, une couche de terre, le lombricarium. Et à partir de là, je suis en train d'utiliser le fait que les vers de terre décomposent la matière et qu'ils permettent de transformer la matière organique morte en matière minérale produite par les vers de terre. Voilà donc quelque chose. Lorsque je suis un jeune enseignant d'écologie, je vais enseigner le recyclage de la matière plutôt que d'enseigner absolument tout et n'importe quoi. Donc, enseigner, c'est des contenus que je vais devoir partager, donc qui vont être transformés par mes élèves. Et lorsque je les enseigne, c'est une finalité, c'est votre façon de vous reporter au bulletin officiel. Maintenant, c'est quoi la formation? Lorsque je forme une personne. On va parler alors d'épanouissement. C'est la vision épanouissement de la formation. Ou alors je forme un citoyen. C'est la vision émancipatrice. Si je forme un citoyen dans une version émancipatrice, je suis bien sûr de la formation, mais vous allez voir il existera différents types de formation. Dans une formation, le savoir n'est plus la finalité, mais c'est le moyen. Je m'explique. Si je montre ici mes vers de terre seront
ne seront plus des finalités. J'étudie ça pour le ver de terre. Mais je vais utiliser les vers de terre pour montrer que cela va décomposer la matière organique et favoriser la nutrition des plantes vertes. C'est donc différent. C'est le recyclage de la matière organique qui est à mettre en symétrique avec les besoins nutritifs de la plante. Maintenant, pardon, excusez-moi, j'ai été beaucoup trop vite. Voilà. Euh, donc, euh, est-ce qu'on peut former sans avoir de connaissances? Ben non, on a besoin de connaissances, ou plus d'ailleurs plutôt de reconnaissance. On a toujours besoin de choses qui sont de l'ordre des savoirs. Donc, on va former les gens, on viendra à ça tout à l'heure, en compétences, mais pour ça, on a besoin des savoirs. Je l'ai redit pas mal de fois. Maintenant, quand on forme quelqu'un, on forme sur le fait qu'il existe d'autres formes. Typiquement, je montre une agriculture que l'on va appeler d'agriculture intensive dans un premier champ. Eh bien, je vais montrer par ailleurs qu'il existe de l'agroécologie, que tout le monde dit être industrielle, mais il existe de l'agroécologie, il existe de la permaculture, il existe de l'hydroponie, il existe différentes formes d'agriculture. Et elles ne se valent pas toutes hein, sur le plan des valeurs, bien évidemment. Je poursuis cette histoire-là. Pardon. Mais alors, éduquer, c'est quoi? Ben, en fait, c'est comme pour la formation. Quand on éduque une personne. On éduque une personne ou on éduque un citoyen. Maintenant, les savoirs, quand on est en éducation, est-ce que le but, c'est que le gamin ait appris ça, ça, ça et ça? Est-ce que c'est ça le but de la formation? Non, les savoirs ne sont que des moyens. Ah, mais nos plantes poussent mieux. C'est quoi qui fait qu'elles poussent mieux? C'est qu'elles ont plus d'éléments nutritifs. C'est les savoirs qui permettent d'expliquer. Ah, mais pourquoi elles ont plus d'éléments nutritifs? Eh bien, parce qu'on a mis des vers de terre dans un pot dans lequel il y a de quoi manger. Donc, oui, on avait bien besoin des savoirs, et c'est bien une formation qui est ici mise en place. Alors, quelles sont les finalités de l'éducation? Alors, je reviens à ça. On va parler d'éducation lorsque l'on partage des valeurs du vivre ensemble. Lorsqu'on est sur du long terme. Parce que si vous regardez dans l'échelle des temps, même à 300 ans, il est évident que les valeurs ont nettement évolué. Maintenant, ça nécessite de maîtriser des compétences citoyennes, ce qu'on appellera des compétences psychosociales, et donc de se former à ces compétences. Et en fait, on ne naît pas compétent, on le devient. Par contre, l'avantage, c'est que, a priori, n'importe quelle question qui se pose, vous pouvez toujours avoir quelqu'un qui peut aller dans le sens de l'éducation. Je vais un peu plus loin maintenant en poursuivant quelques instants sur l'éducation. Lorsqu'on sensibilise, ce qu'on veut, c'est changer, faire changer les gens d'attitude. Pourquoi? Si Si je sensibilise, je veux, moi, faire changer les gens d'attitude. Imaginons que je veuille sensibiliser à la sécurité routière. Eh bien, je vais sensibiliser à la sécurité routière en mettant des panneaux d'affichage. Est-ce que je vais mettre que c'est dangereux? Non, ça sert à rien. Je vais mettre que il y a quelqu'un qui a la charge de cela. Donc, pour changer, on a besoin de changer d'attitude. Je prends l'exemple ici de ce qu'on appelle un panneau qui vous prévient que si vous roulez à plus que 80 degrés, vous allez avoir un problème, c'est que vous allez rouler trop vite. Donc vous allez être soumis à des amendes et à des radars. Et hop, maintenant, vous savez comment tout ça se passe. Maintenant, si j'étais dans le domaine du coronavirus, c'était évidemment quelqu'un qui est dans une AMAP, qui vient se servir dans un endroit, et
Euh, Est-ce qu'elle a changé de comportement? Oui, elle vient se servir, elle a fait le choix de marcher 2 kilomètres de plus pour aller dans une hammam. C'est donc un choix citoyen responsable. Maintenant, est-ce que, est-ce que la partie qui est là, oui. Donc, est-ce que la partie qui est là euh, va nous amener à autre chose? Alors, regardez, j'ai un radar, j'ai une voiture, j'ai une limitation de vitesse. Est-ce que je vais suivre la limitation de vitesse? Je ne la suivrai que si j'ai un radar. Sinon, je vais continuer de rouler tout à fait normalement. Est-ce que j'ai changé de comportement? Non. J'ai pas forcément changé de comportement. J'ai certainement changé d'attitude. C'est-à-dire que je me dis que c'est pas bien. Je me dis que je vais devoir faire attention, qu'il y a peut-être un radar plus loin. Je me dis, mais donc j'ai changé d'attitude, mais je ne change pas de comportement. Je continue de rouler vite. Je prends l'exemple pendant le confinement coronavirus. Les gens ont été consommés massivement dans les hammams. Et les allées des grandes surfaces en Europe sont restées vides. Les gens n'avaient plus le droit de venir. Est-ce qu'ils avaient changé de comportement? Oui, ils avaient changé de comportement, mais avaient-ils changé d'attitude? Ben non, parce que à partir du moment où on a dit, allez hop, le coronavirus, c'est terminé, maintenant, il est marginal. Vous pouvez donc continuer de vivre comme avant. Tout le monde s'est jeté partout. Et il y a d'ailleurs un bond de Covid, mais bon, globalement, on peut très bien changer d'attitude sans changer de comportement. Je vais un peu plus loin. On peut changer d'attitude sans changer de comportement, simplement parce qu'on se dit que c'est bien que telle personne ait cet exemple. On peut aussi changer de comportement sans changer d'attitude. C'est tout le drame de la sensibilisation. Si, si je veux induire un changement d'attitude, je vais sensibiliser des gens qui avaient éventuellement déjà un comportement, pas forcément celui-là, mais un proche, et je vais leur faire changer d'attitude. On va prendre comme première approximation, même si on ira beaucoup plus loin, la définition de comportement-attitude. En version brève, un comportement, c'est ce que je fais. Une attitude, c'est plutôt ce que je suis dans ma complexité, c'est-à-dire ce que je vais faire. Et donc, on peut très bien changer d'attitude ou de comportement, l'un ou l'autre, sans forcément changer les deux. Maintenant, vous l'avez compris, ce schéma, il marche bien mieux lorsqu'on a quelqu'un qui n'est pas de la partie, qui invite quelqu'un d'autre à être de la même partie. On va le sensibiliser, on va le faire rentrer dans nos valeurs, il va changer d'attitude, mais effectivement, il pourra fort bien ne pas être en accord avec tout ce qui a précédé. Alors, quand on fait de la sensibilisation, enseignement, formation, éducation, je vais partir de la base. Au début, vous êtes en train d'enseigner. Vous êtes des formateurs qui vont enseigner une partie de votre temps, informer une autre partie de votre temps, sensibiliser une autre partie de votre temps. Et en fait, ça va prendre pratiquement le quart de votre temps. Enseigner, informer, sensibiliser. Et de temps en temps, vous avez compris peut-être, j'espère, ma métaphore du tire-bouchon, on va avoir un fermer les écoutilles. Pas fermer, former les gens. Donc, on va former les gens, ça va permettre de les éduquer. Puis quand ils sont éduqués, ça va nous permettre de les former à un niveau un peu plus élevé, puis de les rééduquer. C'est en fait la spirale vertueuse où on part bien souvent d'un enseignement d'une information, d'une sensibilisation, et puis on apporte la formation, les compétences nécessaires, ce qui fait qu'on est à un degré d'éducation. Et puis, on va continuer d'apporter d'autres compétences complémentaires, on va former un peu plus loin, et ça va nous permettre d'arriver au stade éduqué, éduqué à, etc. Donc, ce que je vous demande de bien comprendre, c'est que vous
qui êtes des enseignants, parfois vous êtes en train d'enseigner, parfois en train d'informer, parfois en train de sensibiliser. Mais ça m'étonnerait beaucoup que vous soyez tous, toute la semaine, en train d'éduquer, ou tous en train de former, ou tous en train de sensibiliser, etc. Donc, par rapport à ce que je viens de dire là, méfiez-vous, faites bien la différence. On donnera un autre cours sur cette question-là. On donnera ce cours dans la prochaine classe virtuelle. Je vais maintenant aller sur le B.A.-BA des éducations A. Ce cours est à la jonction de l'UE 13, vous l'avez compris, et de l'UE 16. C'est la conclusion de ce qu'on vient de faire sur, pardon, sur le informer, sensibiliser, éduquer, enseigner, etc. C'est la conclusion des deux parties de cours que l'on vient de traiter. Quand on est en train d'éduquer A, on est en train d'éduquer des personnes. On ne fait pas de l'éducation A sur des foules. On peut peut-être sensibiliser des foules, mais on ne peut pas faire de l'éducation A sur des foules dans leur globalité. En fait, on va éduquer des personnes, mais on n'éduquera pas des foules. Et donc, les finalités que l'on va avoir quand on va faire de l'éducation des personnes, ce sera évidemment des finalités éducatives. Ce sera donc des valeurs. Et là, paf, j'ai lâché le mot. Quand on éduque, on est en train de prendre en compte des valeurs. Les valeurs du vivre ensemble. Et en fait, c'est quoi l'éducation? C'est accepter et prendre en compte des valeurs qui ne sont pas forcément les vôtres d'ailleurs. Deuxième chose, il n'y a d'éducation que si on a des changements. Des changements de comportement ou d'attitude, mais c'est la première définition déjà de ce qu'est de l'éducation. Je ne suis même pas aux éducations 1. Maintenant, regardez l'erreur qu'on a. Quand on est, ça c'est les objectifs de développement durable, quand on est en éducation au développement durable, on a nos 17 objectifs de développement durable. Pauvreté, faim, santé, etc., éducation de qualité, égalité entre les sexes, l'eau, l'énergie, le travail. Bon, allez. En fait, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est quand on est en train de faire des éducations à la faim, la pauvreté, à la santé, à l'égalité entre les sexes, on est en train de faire des éducations sur des thématiques qui sont complètement variées. Et en fait, on a une multitude d'éducations à totalement démentiel, car on éduque sur absolument tous les sujets possibles et imaginables. La biodiversité, l'éducation au choix, la citoyenneté, à la complexité. Ça, c'est des éducations à, on va dire, dans une version plus science citoyenne. Mais on a la volonté, l'esprit d'entreprendre. On a aussi l'éducation à l'environnement. On a aussi l'éco-formation, l'interculturalité. Bon, des éducations à, on en a plein. Alors, une première distinction rapide, c'est de faire la différence entre éducation à parcours. À parcours, ça veut dire quoi? Je vous ai donné ici 4 registres. Le registre de la santé, le registre de l'environnement, le registre des médias, et c'est un peu bidon, ma quatrième coche, parce que c'est le registre du développement durable. En fait, le développement durable, c'est tout ça, on est d'accord. Je peux faire de l'éducation pour. Si je fais de l'éducation pour la santé, c'est la santé que je veux changer. Je considère que nous sommes en mauvaise santé et je vais faire de l'éducation pour changer la santé. C'est de faire de l'éducation par. Je vais me servir de la santé pour éduquer à une autre thématique. Et donc, en fait, si je suis en train de faire de l'éducation par la santé, c'est simplement un exemple. Je vais m'en servir pour éduquer, c'est-à-dire prendre en compte les valeurs. Les éducations A. Les éducations A, on veut faire évoluer les comportements à minima, les attitudes, c'est bien clair, mais ça ne se limite pas à ça, vous allez le voir. Donc,
A par pour. On va prendre des exemples. Si je fais une éducation pour la santé, ce que je veux chanter, sans changer, c'est la santé. Et donc là, ici où je parle d'obésité, je vais lutter contre l'obésité, je vais lutter contre la malaria et la piqûre par le moustique. Je vais lutter contre. Donc ça veut dire que euh, mes critères me permettent d'aller dans le sens de lutte contre l'obésité, lutte contre la malaria. Si j'étais en éducation par, on pourrait logiquement postuler que l'éducation à une santé préventive, c'est simplement le moyen de faire de la prévention. Et que ce que j'ai fait sur l'obésité, ça pourrait marcher sur l'environnement ou ça pourrait marcher sur les médias. Et en fait, là, quel que soit l'exemple que j'ai pris, si j'en ai éducation pas, c'est pas important. L'important, c'est qu'il ait acquis les compétences qui lui font gérer cet objectif. L'éducation A, on souhaite faire évoluer les comportements et les attitudes. De ce fait, on travaillera en santé, comme dans tous les autres thématiques, sur des lieux de formation continue. Quand on est en train de faire des éducations A, on ne pourra que lutter contre les stéréotypes. On ne pourra faire qu'une chose, c'est faire évoluer les représentations sociales. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous cassais les pieds avec cela. Si je suis en éducation pour les médias, ce sont les médias qui veulent changer. Si je suis en éducation par les médias, je vais me servir des médias pour éduquer, c'est-à-dire prendre en compte les valeurs. Sur cette thématique ou sur une autre, en fait, c'est pas grave. Si j'ai visé des compétences d'éducation aux médias sur un sujet, ce sera autant de temps gagné sur un autre sujet. L'éducation, maintenant, A. Si je suis sur une éducation aux médias, je vais faire évoluer le comportement, moi, les attitudes du public euh, en essayant de changer leurs attitudes vis-à-vis des médias. Maintenant, on va essayer de conclure assez rapidement puisqu'il me reste plus que vraiment que 2 minutes. Je fais un résumé. Il n'y a d'éducation A sur n'importe lequel de ces sujets. Leur point commun à tous ces sujets, c'est qu'on accorde une large place aux valeurs. Il n'y a, petit 1, d'éducation A, la santé, le média, etc., on s'en moque, que si on prend en compte les valeurs. Là, je vous ai mis, c'est le dictionnaire des concepts d'éducation, des éducations A. Dictionnaire des éducations A, dictionnaire critique des éducations A, c'est le petit dictionnaire qui est là. Je pourrais d'ailleurs vous le fournir sous différentes formes, ou sinon sous une forme numérique. Bon, place importante des valeurs, premier critère. Si ce critère n'était pas là, ça veut dire qu'on ne fait pas des éducations A. On est d'accord? Deuxième chose, nous, nous faisons parfois des choses qui sont liées à des questions socialement vives. Mais méfiance, si on ne partage pas les mêmes valeurs, on risque de ne pas être d'accord. Donc, soit d'argumenter, soit de débattre, soit d'entrer éventuellement dans des conflits qui peuvent être vifs. Je vous montrerai ça. On peut très bien avoir des questions socialement vives, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas stabilisées sur le plan scientifique, ce qu'on va appeler les controverses scientifiques, ne sont pas forcément stabilisées sur le plan des fruits et légumes, mais ne sont d'ailleurs pas stabilisées dans la société. Troisième caractéristique, les éducations A sont thématiques. Est-ce qu'un enseignant d'économie peut faire du développement durable? Oui, à une condition, c'est qu'il ait une culture générale totalement démentielle pour arriver à prendre les autres secteurs en dehors d'un secteur de l'écologie, de l'économie, de la sociologie. Bon, vous avez, je pense, compris. Maintenant, les thématiques. Il y a deux façons de voir les thématiques. Soit, moi, je suis un prof de français et j'y connais rien en sciences. Ben, dans ce cas-là, est-ce que je vais pas faire le débat? Parce que vous avez compris que s'il y a des questions socialement vives, il y aura des débats. Est-ce que je vais pas faire le débat? Ben non, parce que j'ai pas le choix. Alors, je vais être obligé de faire attention. C'est-à-dire que je vais donc apprendre aux gens à
Demandez, s'il te plaît, à un prof en disant, écoute, moi je suis un prof doc, moi je suis un prof lettres, je sais très bien faire un débat sur le plan technique, mais par contre, les contenus, non seulement je les connais pas, mais en plus ça m'intéresse pas terriblement. Donc, thématique, attention. Et donc, vous aurez souvent la tentation de vouloir tout faire. Non, vous n'êtes pas obligé. Donc, c'est l'éducation à la biodiversité, au choix, à la citoyenneté, la complexité liée au développement durable, etc., etc. Maintenant, la dernière chose, le dernier critère. Vous avez compris, je suis en train de vous donner une clé de détermination véritable de ce qui est éducation A. Faire évoluer Faire évoluer les comportements et ou les attitudes, c'est le quatrième critère de ces éducations A. Donc, pour que quelque chose soit une éducation A, faut qu'on ait pris en compte les valeurs. Faut qu'il y ait la liaison avec une question socialement vive. Ça doit être thématique. Si c'est pas thématique, eh ben, à refaire. Et la dernière chose, c'est faire évoluer les comportements. Alors, peut-on faire de l'éducation au développement durable disciplinaire? Moi, j'y crois pas. Même si on a une grande culture générale, c'est plutôt de l'imposture. Il faut s'appuyer sur des savoirs disciplinaires, ça semble indispensable, mais ce n'est peut-être pas suffisant. J'attendais, voilà. Pluri ou transdisciplinarité, soyons clairs. C'est pas en juxtaposant des disciplines que vous ferez du développement durable, ce qu'on avait fait déjà la fois dernière en développant le concept. En fait, pluridisciplinarité, ça va être de la durabilité faible, très peu engageante, alors que la transdisciplinarité, ça veut dire que là, on a modifié le cours qu'on faisait. Donc, on est dans la transdisciplinarité. Nous avons modifié le cours que nous avions prévu de vous faire. Je vous en ai dit un mot, mais je vais m'en arrêter là pour ce soir. Quel lien avec les questions socialement vives nous ramène dans un premier courant qui est le courant des questions socialement vives? On ne s'intéresse pas, mais on l'a déjà vu, on ne s'intéresse pas à quelque chose qui est une controverse scientifique. La controverse scientifique est dans le vert. On s'intéresse en tant que Algérie, pardon, en tant que, on s'intéresse en tant que, on s'intéresse à un sujet, soit en tant que scientifique, soit en tant que citoyen, soit en tant que écolier, le collégien, lycéen. Et donc, ce courant des questions socialement vives est un courant qui est répandu, 2 heures de cours, hein, vous inquiétez pas, ça va venir. Même en fait 4 heures et demie sur l'ensemble de ce semestre, avec les exemples. Donc, courant des questions socialement vives, ça c'est l'Amérique du Sud et c'est l'Amérique du Nord et un certain nombre de collègues en France, puisque les QSV sont nés en France. L'éducation a des valeurs, mine de rien, je vous ai mis dans l'UE 12. J'y reviendrai juste à la fin du cours pour vous redire de bien aller la voir. Je vous ai mis un texte, celui de Francine Pello, qui se rapproche et entièrement à cette question de l'éducation aux valeurs, à la systémique, etc. Alors, je vais laisser tomber cette question des représentations sociales en vous disant simplement que tout ce que l'on traite, c'est des représentations sociales dont on ne voit que la partie émergée, avec une partie émergée, qu'on soit biocentriste, écocentriste, anthropocentriste ou théocentrique, de toute façon, c'est de l'éducation aux valeurs. Et effectivement, l'éducation aux valeurs, c'est une belle vacherie, parce que c'est pas facile. Mais effectivement, il va falloir prendre en compte ces QSV. Si l'on veut arriver à des changements de comportement et ou des changements d'attitude, ça va nous emmener aux théories de l'engagement. Pour changer de comportement et d'attitude, soit on manipule les gens, soit on mobilise les théories de l'engagement. Vous avez compris que j'ai fait mon choix. Pour moi, c'est les théories de l'engagement. Donc voilà quelques remarques. Je reviens maintenant en un instant sur
cela en vous disant, attention, suivez bien le site, allez voir sur le site. Je vous mets sur le site, je vous rappelle sur le site que sur le site, je vous ai mis des exemples d'articles scientifiques euh, qui sont en lien effectivement avec l'UE 16, l'UE 13 et aussi. Les nouveaux paradigmes scolaires, c'est le texte de Francine Pello. C'est le texte de Francine Pello qui a donné lieu indirectement et directement à l'iceberg des représentations sociales que je vous montrais il y a quelques instants. Donc, pour comprendre cet iceberg, je vous demande d'analyser de façon la plus précise possible, la plus précise possible, cet article de recherche. Je vous demande aussi d'aller regarder cet article, pardon. Euh, euh, oui, pardon. Je vous demande aussi d'aller regarder l'article sur RDST qui est là. Il suffit de cliquer sur le lien sur les différents types de savoir. Je vous demande aussi d'aller regarder le dernier texte sur l'éducation, développement durable. C'est le dernier texte, mais un des premiers de Jean-Marc Lange. Je vous en avais parlé la fois dernière. Je le redis une dernière fois aujourd'hui. Ces textes sont à lire et à lire de toute urgence pour qu'on puisse avancer sur l'UE de méthodologie de recherche. Attention, j'ai besoin, moi, que vous ayez avancé sur ces questions car je veux mettre en ligne, d'ailleurs dès ce week-end, un cours sur des problématiques aux thématiques, enfin des thématiques aux problématiques. Puis après, je vais vous mettre un autre cours incomplet, celui-là. Marceline poursuivra, le terminera. Je vais vous mettre un tout petit lien entre problématisation, problème et hypothèse. Euh, et Marceline complétera ça. Par contre, je vous donnerai aussi dès maintenant euh, un tout petit rien sur la méthodologie de recherche sur les questionnaires. Donc, vous faites attention que là, on va faire avancer cette UE. Vous devez impérativement avoir lu ces 3 articles de recherche pour qu'on puisse aller un peu plus loin, s'il vous plaît. Voilà, j'arrête le partage. J'arrête le partage. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Un petit coucou à tout le monde. Sur ces premiers cours, vous avez effectivement, et j'en suis désolé, que très peu de temps pour vous exprimer. On va faire mieux. Par contre, ce qu'on va faire là très vite, c'est que je vais mettre en place un forum où vous pourrez vous exprimer sur les cours, les différentes UE. Donc, on va faire un petit forum sur lequel, par contre, attention, pour faire le forum, c'est pour ça que j'aurai besoin des collègues responsables de diplômes dans les 3 pays. Sur le forum, je dois mettre les mails de toutes les personnes. Donc, je dois voir les mails bien actualisés de toutes les personnes. Et en fait, si je communique par le forum et qu'il y a quelqu'un qui est arrivé après que j'ai bâti le forum, faudra vraiment que je le rajoute sur le forum, sinon il risque de ne pas recevoir tous les messages. Donc il faudra qu'on fasse très attention avec cet aspect-là. Voilà, je vous donne le bonsoir, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt. J'espère que ce que je vous ai raconté était assez clair, percutant, Oui, et oui. je vous dis au revoir à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir à Merci. Au tous. revoir, Bonne soirée. professeur. Au Au revoir. revoir. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir, Bonsoir, professeur. Au revoir, professeur. professeur. Au revoir à Très tout le monde. intéressant. Merci.